Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre depuis le 18 novembre. La nomination de Umaro Sissoko Embalo divise la classe politique. L'Union économique et monétaire ouest-africaine poursuit son engagement pour la facilitation des transports dans la sous-région. Un règlement commun a été élaboré. La Coupe d'Afrique des Nations de football féminin pourrait bientôt être réformée. La Confédération africaine de football ambitionne de donner un nouvel élan à cette compétition. Mais tout d'abord, les Maliens étaient attendus aux urnes ce dimanche 20 novembre pour élire leurs conseillers municipaux. La sécurité était l'un des défis de ces élections municipales, au cours desquelles 5 militaires et 1 civil ont perdu la vie après une attaque par des hommes armés. En Guinée-Bissau, le nouveau Premier ministre Umaro Sissoko Embalo est loin de faire l'unanimité au sein du parti au pouvoir. Les détracteurs dénoncent une violation des accords de Conakry d'octobre 2016. Théogracia Spodo. Vendredi 19 novembre 2016, au poste de Premier ministre, Umaro Sissoko Embalo ne fait pas l'unanimité en Guinée-Bissau. Les avis sont partagés. Au lendemain de cette nomination, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, PAIGC, actuellement au pouvoir, a rejeté ce choix du chef de l'État, alors que le président de l'Assemblée nationale, lui, a manifesté son soutien à la décision. Âgé de 44 ans, Umaro Sissoko Embalo est peu connu de la sphère politique bissau-guinéenne. Il est le 4e chef de gouvernement désigné par le président José Mario Vaz en l'espace de 2 ans. Il y a beaucoup de noms qui circulaient en ce qui concerne la personnalité, en tout cas en ce qui concerne la personne qui devrait être nommée, bien entendu, Premier ministre. Le PAIGC se démarque de la décision du président de la République de nommer Umaro Sissoko Embalo au poste de Premier ministre, accuse M. Vaz d'avoir ainsi rendu nul et non avenu l'accord de Conakry, reprochant d'avoir un peu réuni tous les efforts et sacrifices consentis par les différents acteurs politiques. La Guinée-Bissau traverse une crise politique depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. Selon les cadres du parti, la Constitution ne confère pas au chef de l'État le droit de nommer un Premier ministre. Ce choix revient au parti majoritaire. Or, le PAIGC ayant perdu sa majorité absolue de 57 sièges sur 102 à la suite de la fronde de 15 députés, le président Vaz s'est appuyé sur une majorité alternative constituée de 41 députés de l'opposition et des 15 frondeurs. Il ressort de l'analyse des 43 ans d'indépendance, en tout cas de la Guinée-Bissau, qu'aucun chef d'État élu n'a pu achever un seul mandat et qu'aucun gouvernement n'a pu conduire son programme sur un mandat. Et donc, il faut engager la réforme de la Constitution, des lois électorales, de la charte des partis. Et il s'agira à ce niveau de redéfinir un peu le rôle de l'exécutif. Et cette manifestation aujourd'hui des citoyens bissau-guinéens qui exigent le départ du président actuel. Et l'autre chose aussi est l'organisation des élections anticipées. L'accord de Conakry signé en octobre 2016 n'a pas réglé le point du choix du Premier ministre en Guinée-Bissau. Il a par contre été proposé en principe de procédure consensuelle pour choisir une personnalité ayant la confiance du président. Celui-ci devrait rester en place jusqu'aux élections législatives de 2018. Pas sûr que la tension retombe aujourd'hui avec la contestation du parti au pouvoir. Le président José Mario Vaz et son nouveau chef du gouvernement auront fort à faire. La Guinée équatoriale abrite depuis le 17 novembre le 4e sommet Afrique-Monde arabe à Sipopo sous le thème Ensemble pour le développement durable et la coopération économique. 67 pays africains et arabes doivent participer à cette rencontre et plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus dès ce lundi 21 novembre. Ce forum devrait permettre l'élaboration de stratégies pour consolider les liens historiques, économiques et géopolitiques. Au sein de l'UEMOA, la problématique de la facilitation des transports constitue un défi majeur. Depuis 2003, les investissements de la Banque africaine de développement et d'autres bailleurs de fonds ont permis l'amélioration du transit routier, mais les textes adoptés par les 8 pays membres peinent à être effectifs. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar.
Le secteur des transports dans la sous-région ouest africaine confronté à une multitude d'entraves qui ont un impact négatif pour la compétitivité des économies des États membres de l'espace UEMOA. Parmi ces obstacles, les contrôles excessifs et onéreux, sans oublier les lenteurs administratives au niveau des postes de contrôle. Un défi que les 8 États membres de l'Union veulent relever. On ne peut pas avoir un marché commun intégré si les biens et les personnes ne circulent pas librement. Il y a encore des entraves qui subsistent. Ces entraves qui sont liées à des contrôles nombreux, intempestifs, à des prélèvements parfois illicites, etc. etc. Mais c'est aussi lié au fait que la situation sécuritaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui nécessite certainement pour les États d'augmenter le nombre de contrôles. La recrudescence de l'insécurité dans les zones transfrontalières entraîne le renforcement des contrôles. En conclave à Niamey, les représentants des 8 États de l'espace UEMOA décident de faire l'état de la mise en œuvre en matière de facilitation des transports et du transit routier inter-États. Aujourd'hui, tout le problème qu'il y a, c'est le problème de caution nationale, de caution de garantie. Et cette question est d'actualité maintenant. Et tous les États de la sous-région doivent être interconnectés pour assurer le trafic régulier sur nos corridors. L'intégration repose sur les infrastructures et les services de transport qui soutiennent les mouvements des personnes et des biens à travers les frontières. Ainsi, l'Union a adopté une série de réformes dont la construction des postes de contrôle juxtaposés et l'harmonisation des procédures et normes de contrôle afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens. Le Sénégal poursuit son objectif d'atteindre 20% d'énergie renouvelable en 2017 et 30% en 2018. Entre octobre et novembre 2016, les autorités sénégalaises ont mis en service 2 centrales photovoltaïques, une de 22 MW et une autre de 20 MW, les premières d'une importante série attendue. La Coupe d'Afrique des Nations de football féminin est le grand événement sportif qui se déroule actuellement au Cameroun. La Confédération africaine de football a profité de cette occasion pour redynamiser et réformer le football féminin. Reportage de Viviane Bauken. Le parcours élogieux de certaines joueuses africaines sur le plan mondial contribue aujourd'hui à donner une nouvelle impulsion au football féminin en Afrique. Et aujourd'hui, la Confédération africaine de football, première instance du football en Afrique, a mis en place un plan de développement à long terme du football africain. Nous avons un rôle important au niveau footballistique à jouer, qui est d'avoir un plan de développement à long terme où, en plus de cette compétition, nous souhaitons promouvoir de nouvelles compétitions au niveau du football féminin, arranger les qualifications au niveau des compétitions de jeunes, Coupe du Monde FIFA U17 et U20 de meilleure manière. Nous augmentons également les dotations par rapport au financement du football féminin. Nous organisons un certain nombre d'initiatives également pour la promotion du football et de certaines causes en utilisant le football comme plateforme idéale. Selon le secrétaire général de la Confédération africaine de football, le plan de redynamisation du football africain en Afrique devrait commencer par le changement des politiques locales. Une réforme qui devrait débuter par le renforcement des championnats nationaux. Mais il est du devoir également de nos membres et des associations nationales de pouvoir prendre ce relais et de répliquer. Ça passe à travers soit la mise en place, soit le renforcement des championnats nationaux. Ça passe à travers le recensement des joueuses au niveau de chaque pays et de la mise en place d'initiatives à ce niveau-là. Donc nous parlons de programmes de long terme. De manière générale, le football féminin aujourd'hui, même statutairement au niveau de la CAF, est devenu un objectif clé. Durant les travaux de la 38e Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui s'est tenue en septembre 2016 au Caire en Égypte, les responsables de la CAF ont adopté en tant qu'objectif clé la promotion du football féminin et sa bonne gouvernance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.